À présent, je vais vous parler de la rénovation du Salon Bleu. Donc, le Salon Bleu, c'est où que les députés québécois, dont François Legault, ses ministres et tous les autres partis de l'opposition, vont, où qui siègent. Et ça ici, ça va être rénové. Les sièges de la Chambre seront disposés en forme de fer à cheval, donc c'est un peu comme en U, on peut dire. Les rénovations commenceront en automne 2024. Donc ça montre comment c'est vraiment bientôt. C'est dans un peu plus qu'un an. Donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Les députés aussi ont choisi parmi les trois options possibles dont les sièges seraient installés. Il y avait trois propositions. Il y avait le fer à cheval, le hémicycle et l'ellipse. Les trois ont des aspects qui favorisent un peu la manière dont ils sont placer les sièges et de la manière dont on parle. Donc c'est comme il faut bien entendre, qu'il y ait quand même de l'écho pour que ce soit facile à entendre. Donc les gens finalement ont choisi de prendre l'option du fer à cheval. Le but des rénovations était de conserver le patrimoine datant de 1886, quand même, hein? Ils ajouteront aussi 4 sièges aux 125 députés actuels, donc aux 125 sièges actuels, donc il va en avoir 4 de plus. Donc le nombre de sièges va s'élever à 129. Évidemment, dans ces 4 sièges-là, on ne compte pas celui du président de l'Assemblée, qui est genre voté par tous les députés. Donc lui, son siège, il est réservé, mais il ne compte pas dans les 125 sièges. La durée des rénovations et le budget alloué sont inconnus. On ne sait vraiment pas ça va durer combien de temps. On n'a eu aucune information sauf qu'il y avait trois options et qu'ils ont choisi l'option de fer à cheval. Et on a aussi dit que la rénovation permettra aussi à changer des appareils, mettons, de ventilation, d'éclairage et de câblage qui sont quand même assez anciens. On va aussi garnir cet endroit de meubles nobles afin de garder un aspect quand même assez patrimonial du Salon Bleu qui a quand même des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce qu'ils réussiront à rénover sans dénaturer l'aspect de l'ancien Salon Bleu? On va le voir. Évidemment, on sait pas, on n'a pas eu tant de plans, mais je pense qu'ils vont avoir bien réfléchi afin de conserver le patrimoine qui est quand même assez impressionnant. En ce moment, je vais vous parler de la fin de session parlementaire de l'Assemblée nationale, donc de tous les députés qui ont débattu pendant de longues périodes. Et là, c'est là que ça va se finir pour des vacances d'été et ça va reprendre dans quelques mois. Donc, lors de la dernière rencontre parlementaire de la session, les partis ont fortement critiqué le gouvernement Legault parce qu'évidemment, ils voulaient dire leur dernière chose pour critiquer le gouvernement et pour essayer de convaincre pour une dernière fois les gens qui les écoutaient. Chaque parti a évidemment fait leur bilan de la session et ont montré comment ils ont été efficaces, les actions qu'ils ont posées et ont chacun montré ou partagé un objectif qu'ils avaient en tête pour la prochaine session parlementaire. Cet objectif-là pouvait être à long ou à court terme. Et plusieurs ont demandé à M. Legault s'il pensait bientôt prendre sa retraite parce qu'il commence bientôt à être âgé avant de devenir premier ministre. Donc là, ici, c'est son deuxième mandat. Il était député, donc ça fait quand même assez longtemps. Comme on sait, au Canada et au Québec, il n'y a pas de limite de mandat qu'un premier ministre peut occuper. Donc, sa réponse, ça a été non. Il veut que les gens s'attendent à le voir pendant encore longtemps. Il est pas prêt à prendre sa retraite, puis je pense qu'il aime beaucoup son rôle de premier ministre, puis je pense qu'il fait un bon travail. En faisant un bilan de ce début de deuxième mandat, M. Legault affirme que l'annulation du troisième lien est finie derrière lui. Parce que, en fait, il avait promis un troisième lien où il n'y avait pas d'études et il ne pouvait pas faire d'études. Et dans son parti, c'était vraiment très divisé dans cette décision-là. Il y avait des gens qui étaient très pour et des gens très contre. Tellement qu'il y a des gens qui étaient pour le troisième lien et quand ils ont vu l'annulation de celui-ci, par exemple, on peut prendre l'exemple de M. Drainville,
il a versé quelques larmes dès que ça a été annoncé qu'il n'y avait pas à avoir de troisième lien. Il dit que son plan environnemental, donc les actions qu'il pose pour l'environnement, est parfait, même s'il est fortement critiqué par exemple, le Parti québécois et Québec solidaire. Mais il croit qu'il faut en faire plus en posant des moyens financiers si on a besoin. Sinon, il ne touchera pas à son plan. Il dit aussi que les villes qui ont besoin de s'adapter ou de se relever de crises climatiques dues au changement climatique, on peut parler des tornades, d'incendies ou d'inondations qui se sont déroulées durant cette année. Il dit que c'est à la ville de revoir ses dépenses et que le gouvernement ne prêtera pas d'aide financière parce que la ville a assez d'argent pour s'adapter. Certains sont contre ça parce que ça montre comment le gouvernement pourrait pas les aider comme s'il les laissait tout seuls dans leur déplorable situation, mais on va voir. Il a quand même aidé en posant certaines actions pour les feux de forêt, mais pas des moyens financiers, j'imagine. Il prévoit aussi de nombreuses grèves de syndicats parce qu'il croit que certains vont renouveler leur droit de grève. Et maintenant, on va aller du côté du Parti libéral. On se rappelle que le Parti libéral a vécu les pires résultats d'élections de son histoire. Avant la création du Parti québécois, dans les années 1970, le Parti libéral gagnait tout le temps les élections. C'était un parti très aimé du public jusqu'à temps qu'il y ait un changement. On a des figures impressionnantes dans l'histoire du Parti libéral, dont Robert Bourassa et Jean Lesage. Mais là, leur but, ça va être de reconvaincre les Québécois de voter pour ce parti fédéraliste. Leur base de vote est vraiment axée sur les anglophones et les allophones. Donc, ils veulent essayer de rapprocher des Québécois francophones qui parlent français. Et en plus, ils n'ont pas encore de chef de parti. C'est un chef de parti par intérim, Marc. Et il y a plusieurs qui veulent se présenter pour devenir chef du Parti libéral du Québec. Mais ils vont essayer de trouver un chef qui va remplacer Dominique Anglade qui a quitté son poste. Québec solidaire, lui, dit que François Legault gère bien les feux de forêt, mais qu'il pourrait en faire plus. Il dit aussi qu'il devrait bonifier son plan environnemental et que c'est vraiment lui qui a aidé à faire évoluer la vision de François Legault en termes de l'environnement et tout ça. On se rappelle, en parlant de la hausse des salaires des députés, Québec solidaire, c'était vraiment celui qui était contre. Il disait qu'elle allait vraiment remettre tout son argent à des organismes communautaires. J'ai l'impression que Québec solidaire, il joue son rôle d'opposition officielle quasiment. Il va toujours provoquer le gouvernement parce que il y a des plans là je vous parle des enjeux importants de la vie, mettons en emploi, en famille, en immigration et en environnement. Ils ont vraiment des bons plans qui peuvent aller à l'encontre de celui du gouvernement Legault. Donc je trouve que c'est vraiment une belle opposition. Le Parti québécois, lui, il parle souvent de son budget de l'an 1 quand le Québec il deviendra souverain. Ils ont vécu eux aussi leur pire année pendant les élections. Ils ont seulement 3 députés, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas du tout beaucoup. Et ils ont besoin d'un soutien de la population. Le Québec solidaire et le Parti québécois, le Parti conservateur sont victimes du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour parce que la CAQ a réussi à obtenir tellement beaucoup de sièges à la majorité. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que le QS et le PQ, chacun ont eu des votes plus élevés que le Parti libéral, mais le Parti libéral a eu plus de votes que eux. Et finalement, le Parti québécois va bientôt remettre son budget qui sera
vérifiés par des experts et par leurs plans. Et je pense que tout le monde a des bons objectifs pour revenir en force à la prochaine session parlementaire. Et je pense que le Parti québécois, surtout, et le Parti libéral vont essayer et vraiment mettre beaucoup d'actions en concret pour se relever de des dernières élections. Présentement, je vais vous parler de Donald Trump, qui est visé par 37 chefs d'accusation et qui a plaidé non coupable devant le tribunal à Miami aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 13 juin, donc au moment où je vous parle, c'est tout récent. Donc Donald Trump a été inculpé à propos de plusieurs probables crimes commis. Entre autres, il a gardé en possession des documents classifiés et il ne les a pas remis. Et il a payé une actrice de film afin de lier une présumée liaison. Il a aussi émis beaucoup de pression afin que les résultats des élections de 2020 changent. Et il y a aussi une enquête sur le rôle de Donald Trump dans l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, où il y avait eu cet assaut majeur de ses partisans. Donc, il a vraiment mis en danger la sécurité nationale américaine et les relations internationales en gardant en possession des documents confidentiels réclamés par le FBI, entre autres, et par le gouvernement. On lui a même laissé la chance de les récupérer, de les redonner, et il a juste redonné quelques centaines de documents, mais après ça, devinez combien il en restait? Il en restait 11 000 documents. C'est vraiment énorme. Pour juste un mandat de 2016 à 2021, il aura porté des dizaines et des dizaines de boîtes chez lui. Et devinez quoi aussi? C'est la première fois qu'un ex-président, donc un ancien président américain, soit inculpé de tout autre crime, même pas de garder des documents secrets. Et en effet, il a enfreint les deux lois stipulant que le président sortant doit remettre tous ses documents, lettres ou courriels aux archives nationales. Et il est aussi interdit de garder des secrets du gouvernement. C'est ces deux lois-là qui ont été enfreintes. Lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, il avait gardé avec lui de nombreux cartons. Et ça montre comment ça a pu mettre en danger des secrets nationaux parce qu'il y avait des documents qui portaient sur les faiblesses militaires des États-Unis, des pays alliés. Il y avait des programmes nucléaires qui étaient là-dedans, des vulnérabilités potentielles militaires de plein de pays dans le monde. Et le FBI, tellement que les documents étaient confidentiels et étaient vraiment importants, le FBI, le 8 août, a saisi 11 000 documents chez M. Trump à Mar-a-Lago. Ces documents-là étaient pitchés partout dans sa maison. Là. Il y avait des documents dans la salle de bain, dans sa chambre, dans sa cuisine, il y en avait partout. Il affirme qu'il est innocent et dit que ce sont les démocrates qui s'arrangent afin qu'il perde la crédibilité de ses partisans. C'est vraiment mauvais parce qu'il met ça sur la faute des démocrates. Mais, heureusement, Joe Biden affirme que c'est faux puisqu'il n'entretient peu de liens ou pas de liens avec le gérant des dossiers très sensibles. Et ça semble une tendance qui se maintient chez les gouvernants des États-Unis. Là, je parle des ex-vice-présidents ou présidents actuels. Par exemple, il y a des documents qui ont été trouvés aussi dans le bureau et dans le domicile de Joe Biden et chez Mike Pence. Joe Biden, c'est l'actuel président des États-Unis et Mike Pence, c'est un ex-vice-président qui était sous la gouvernance de Donald Trump de 2016 à 2021. Ces événements-là ont permis à Donald Trump aussi de montrer à quel point il n'était pas si mauvais, mais les deux ont remis leurs documents après qu'ils se sont fait dire qu'il manquait des documents, heureusement, mais lui, il les a vraiment gardés. Et c'est vraiment Donald Trump qui a des documents en vraiment immense quantité. Donc ça montre vraiment comment ses partisans, on dirait qu'ils ne voient pas son côté négatif. Il a fait plein
de crimes qui vont à l'encontre des lois. Et on dirait qu'il veut montrer à la population américaine, surtout aux républicains, à ses partisans, que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de respecter les lois, quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. C'est un milliardaire, il va toujours être capable d'obtenir ce qu'il veut avec son argent. Et moi, je me demande un jour, honnêtement, si, avec toutes les accusations qui portent sur lui, est-ce qu'un jour, ses partisans vont être tannés d'être confrontés à cette personne-là, de soutenir cette personne-là qui enfreint tellement de lois que, en bout de ligne, c'est un cercle sans fin. Tu le soutiens, mais en soutenant, tu réalises qu'il fait quelque chose de mauvais encore pire et encore pire. Donc, et en plus, il ment devant le tribunal. Il dit qu'il est jugé non coupable. Comment tu peux justifier ça quand tu as des documents hyper confidentiels chez toi? Qui les mettrait là? Est-ce que quelqu'un croirait vraiment que quelqu'un serait venu porter ces documents chez lui? Honnêtement, je trouve que c'est vraiment impressionnant comment Donald Trump a le courage, a le temps de faire ça. Et, désolé pour le langage, mais a le culot de faire ça aussi. Et plusieurs se demandent si ces documents-là, il les a partagés à des personnes ennemies ou non des États-Unis. Il était tellement mal gardé en secret, c'est pas comme si au moins il les avait gardés dans son coffre-fort ou quelque chose comme ça, là. Il se trouvait par terre chez lui, il y aurait bien des gens qui auraient pu les trouver ou des gens qui avaient de chez lui, c'est certain que c'est dû arriver qu'il a pu en montrer aux gens. Il y en a même qui se demandent s'il y aurait mis de l'argent là-dessus et qui aurait permis à des pays ennemis aux États-Unis d'acheter ces documents-là, qui permettraient de découvrir les faiblesses militaires non seulement des États-Unis, du pays le plus puissant au monde, et de d'autres pays dont le Canada, l'Australie, puis plein d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Ça montre vraiment comment Donald Trump n'a pas peur de ça et comment il compte vraiment sur l'appui de ses partisans. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Vous avez été nombreux à écouter mon premier et je trouve que c'est vraiment une expérience enrichissante et amusante de parler, de faire des recherches et de découvrir l'actualité et pas de vous la partager comme d'habitude à l'écrit, parce que j'écris aussi, mais par parler. Je trouve que ça va vraiment beaucoup m'aider dans la vie et j'acquéris beaucoup d'atouts avec le podcast que j'ai fait. Merci.